Premier manuscrit. Premier sous-chapitre, le salaire. Marx commence son analyse par le salaire, qu'il présente comme un aspect fondamental de l'économie politique capitaliste. Le salaire est le montant payé à l'ouvrier pour son travail, mais Marx critique la manière dont ce montant est déterminé et perçu. Le salaire est le résultat d'une lutte entre le capitaliste et l'ouvrier, une lutte dans laquelle le capitaliste est en position de force. Ce dernier peut survivre plus longtemps sans l'ouvrier que l'inverse, et les capitalistes forment des alliances pour maintenir le salaire au plus bas. Les ouvriers, en revanche, sont isolés et leur union est souvent réprimée. La compétition entre eux est exacerbée, car ils n'ont ni capital ni propriété foncière pour améliorer leur sort. Marx dit, je cite, « Le capitaliste peut vivre plus longtemps sans l'ouvrier que l'ouvrier sans le capitaliste. Union entre capitalistes habituelle et efficace, celle entre ouvriers interdite et pleine de conséquences fâcheuses pour eux. » Pour Marx, le salaire est une représentation aliénante du travail humain, réduisant celui-ci à une simple marchandise. La valeur du travail n'est pas appréciée à sa juste valeur, mais uniquement dans le cadre de la logique capitaliste, qui vise à maximiser les profits au détriment de l'ouvrier. Le taux minimum de salaire ne doit permettre à l'ouvrier que de subsister et de reproduire sa force de travail, c'est-à-dire de nourrir sa famille pour assurer de la continuité de la main-d'œuvre. Marx souligne que, même selon Adam Smith, le salaire ordinaire est le plus bas qui soit compatible avec la simple humanité. En d'autres termes, l'ouvrier est maintenu à un niveau de vie à peine au-dessus de la survie animale. Il dit, je cite, « Le taux minimum est le seul nécessaire pour le salaire et la subsistance de l'ouvrier pendant le travail, et l'excédent nécessaire pour pouvoir nourrir une famille et pour que la race des ouvriers ne s'éteigne pas. » Il rajoute enfin, « L'existence de l'ouvrier est donc réduite à la condition d'existence de toute autre marchandise. L'ouvrier est devenu marchandise, et c'est une chance pour lui qu'il arrive à se placer. » La demande d'ouvriers en tant que marchandise dépend entièrement des caprices des capitalistes. Si l'offre dépasse la demande, certains ouvriers sont condamnés à la famine ou à la mort. Le travail est donc soumis aux lois du marché, tout comme une marchandise ordinaire, et l'ouvrier devient lui-même une marchandise, un bien que l'on achète lorsqu'il est nécessaire, mais que l'on peut abandonner si sa valeur diminue. La situation est encore aggravée par le fait que l'ouvrier n'a pas la flexibilité du capitaliste. Lorsque les fluctuations du marché font baisser les prix, c'est l'ouvrier qui en souffre le plus. Non seulement il est soumis aux variations du marché, mais son travail est de plus en plus spécialisé, ce qui rend encore plus difficile son adaptation à d'autres tâches en cas de crise. Cela renforce la dépendance de l'ouvrier envers le capitaliste et rend sa situation encore plus précaire. Deuxième sous-chapitre, profit du capital. Petit 1, le capital. Marx définit le capital comme du travail accumulé. Cela signifie que le capital n'est pas un simple objet, mais plutôt le résultat de l'effort humain. Le capital est donc du travail passé, cristallisé sous forme de moyens de production, de matières premières, d'usines, etc. Ce travail, une fois accumulé sous forme de capital, acquiert une forme autonome et devient un moyen de contrôler le travail présent et futur. Ce contrôle est essentiel dans la société capitaliste, car il permet aux capitalistes de régir non seulement le processus de production, mais aussi les ouvriers eux-mêmes, en les réduisant en des simples instruments dans la production de richesses. La possession du capital permet aux capitalistes d'acheter le travail d'autrui, de manière à ce que les ouvriers produisent davantage que ce qu'ils consomment. Marx montre que ce pouvoir ne repose pas sur une quelconque supériorité morale ou intellectuelle du capitaliste, mais uniquement sur le fait qu'il possède du capital. Le capital devient ainsi une forme de domination sur la société. La relation entre le capital et le travail devient une relation de pouvoir dans laquelle l'ouvrier est dépossédé du fruit de son travail. Deuxième point, le profit du capital. Le profit du capital est, pour Marx, fondamentalement différent du salaire. Alors que le salaire est lié au travail direct fourni par l'ouvrier, le profit du capital est directement proportionnel à la valeur du capital employé. Il ne dépend pas du travail personnel du capitaliste, mais de l'exploitation du travail d'autrui. Le capitaliste investit dans le travail de l'ouvrier, non pour la valeur du travail en lui-même, mais pour réaliser un surplus, un profit. Marx explique que même si l'ouvrier produit plus que ce qu'il reçoit en salaire, la majeure partie de ce surplus est captée par le capitaliste sous forme de profit. Il dit, je cite, « Le capitaliste tire donc un gain primo des salaires, secondo des matières premières avancées. » Il critique également l'illusion créée par le capitalisme selon laquelle les profits sont justifiés par la gestion des capitaux. En réalité, même lorsque le capitaliste n'exerce qu'un contrôle minimal ou délégué à des employés, il continue de s'approprier une proportion significative des gains. Il s'agit d'une exploitation systémique, où la valeur créée par le travail de l'ouvrier est captée par le capital, et où le capitaliste accumule des richesses, sans véritablement contribuer au processus de production. Marx dit, je cite, « Quoiqu'ici le travail du propriétaire se réduise à peu près à rien, il n'en compte pas moins que ses profits seront en proportion réglée avec son capital. »
Troisième point, la domination du capital sur le travail et les motifs du capitaliste. Marx approfondit la domination du capital sur le travail en expliquant que le capital, en tant que travail accumulé, s'oppose de manière antagoniste au travail vivant, c'est-à-dire au travail des ouvriers. Le capital ne se contente pas de contrôler le processus de production, il exerce également une influence sur la vie des ouvriers eux-mêmes, en déterminant les conditions dans lesquelles ils vivent et travaillent. Le capitaliste, motivé uniquement par le profit, n'a aucun intérêt à améliorer la condition de l'ouvrier ou à réduire son exploitation. La seule raison pour laquelle un capitaliste pourrait augmenter les salaires ou améliorer les conditions de travail est s'il pense que cela maximiserait son propre profit. Les motifs du capitaliste sont donc purement économiques, maximiser le rendement du capital et minimiser les coûts. Cela inclut la réduction des salaires, l'augmentation de la productivité et la compression des coûts de production. Le capitaliste agit non pas par choix moral, mais en fonction des impératifs du marché, qui l'obligent à poursuivre sans relâche l'accumulation de capital, souvent au détriment des ouvriers. Marx expose cette dynamique avec une force impitoyable qui pousse les capitalistes à intensifier l'exploitation du travail. Quatrième point, l'accumulation des capitaux et la concurrence entre capitalistes. L'accumulation des capitaux est un processus central dans la pensée de Marx. Il décrit comment les capitalistes cherchent constamment à augmenter leur capital en réinvestissant une partie de leurs profits dans de nouvelles productions. Cette accumulation permet aux capitalistes de dominer encore plus les ouvriers, car plus ils possèdent de capital, plus ils peuvent investir dans les moyens de production, de nouvelles technologies, et donc augmenter la productivité, tout en réduisant le coût du travail. Cependant, cette dynamique d'accumulation provoque également une concurrence féroce entre capitalistes. Il observe que cette concurrence conduit inévitablement à la concentration du capital. Les petits capitalistes, incapables de suivre la cadence des grands, sont éliminés ou absorbés. La concurrence pousse les capitalistes à adopter des pratiques de plus en plus agressives, notamment en réduisant les salaires ou en employant des machines pour remplacer le travail humain. Cette course à l'accumulation crée une instabilité constante, non seulement pour les ouvriers, mais aussi pour les capitalistes eux-mêmes. Les plus petits d'entre eux finissent souvent par perdre leurs moyens de production et rejoindre les rangs des ouvriers qu'ils exploitaient autrefois. Troisième sous-chapitre, la rente foncière. Marx remarque que historiquement, la propriété foncière était liée à des formes de domination féodale et locale. Toutefois, dans la société capitaliste moderne, la propriété foncière est progressivement intégrée dans le système de capital. Ce processus qu'il appelle capitalisation de la propriété foncière est une victoire du capital sur les vieilles structures féodales. Le capital abstrait se développe à travers l'industrie, subordonnant la propriété foncière qui autrefois possédait un caractère social distinct. La rente foncière, un autre élément important de l'économie politique, est présentée par Marx comme une forme de revenu qui découle de la propriété de la terre. La rente n'est pas créée par le travail direct, mais par la possession de la terre qui permet aux propriétaires fonciers de capter une partie des profits générés par l'agriculture et d'autres activités sur cette terre. La rente est donc, selon Marx, une autre forme d'appropriation du travail d'autrui, car elle dépend de l'utilisation du capital et du travail pour créer de la valeur à partir de la terre. Marx dit, je cite, « Les propriétaires fonciers aiment à recueillir où ils n'ont pas semé ». Marx distingue enfin la rente foncière du profit du capital en montrant que la rente est liée à la possession d'un actif non productif en soi, mais qui peut générer des revenus grâce à l'exploitation du travail des autres. Ainsi, la rente foncière représente une forme d'exploitation qui s'ajoute à celle déjà exercée par le capitaliste. Il dit, je cite, « Le propriétaire foncier est le capitaliste qui, parce que propriétaire foncier et capitaliste ne sont que deux dieux privilégiés et oisifs, sont partout supérieurs à l'ouvrier et lui prescrivent des lois. » Quatrième sous-chapitre, le travail aliéné. Marx décrit l'aliénation comme un processus dans lequel le travailleur perd le contrôle et la propriété de ce qu'il produit. Le travail n'est plus l'expression libre de la créativité et des capacités humaines, mais un acte imposé par les nécessités économiques. Ce travail, qui est censé être l'activité dans laquelle l'homme réalise son potentiel, devient au contraire une activité forcée, étrangère et hostile à l'homme. Marx dit, je cite, « L'ouvrier a beau produire des merveilles pour les riches, il produit pour lui-même la misère. Il produit des palais et pour lui-même des tanières. Il produit de la beauté et pour lui-même la difformité. Il remplace le travail par des machines, mais une partie des ouvriers se voit précipitée dans le barbarisme et l'autre est transformée en machine. » Selon Marx, dans le capitalisme, le produit du travail ne revient pas à celui qui l'a produit, mais à celui qui contrôle les moyens de production, le capitaliste. Ce produit, qui est le résultat de l'activité humaine, se retourne contre l'ouvrier en tant que marchandise qui ne lui appartient plus et qui est échangée sur le marché. L'ouvrier est donc aliéné du produit de son travail, car ce qu'il crée lui est retiré, il devient une marchandise produite pour le profit du capitaliste. Il dit, je cite, « Dans le travail aliéné, l'ouvrier devient plus pauvre à mesure qu'il produit davantage de richesses.
et sa propre valeur diminue à mesure qu'il crée plus de valeur pour autrui. Marx va plus loin en montrant que cette aliénation ne se limite pas au produit du travail, mais s'étend à l'acte même de travail. Le travail devient une activité externe à l'ouvrier, qu'il ne contrôle pas et dans laquelle il ne trouve aucune satisfaction personnelle. Au lieu d'être un moyen d'expression et de développement de soi, le travail devient au contraire une nécessité, pour gagner un salaire, et non un acte épanouissant en soi. L'ouvrier ne travaille pas par désir mais par nécessité économique. Il est donc aliéné dans le processus même de travail, qui devient une activité dégradante et répétitive. L'aliénation décrite par Marx ne se limite pas seulement à la perte de contrôle sur le produit du travail et le processus de travail. Elle touche aussi ce qu'il appelle l'être générique de l'homme. Ce concept d'être générique fait référence à l'essence de l'humanité, à ce qui rend les humains fondamentalement humains. Pour Marx, l'homme est un être générique dans la mesure où il est capable de se concevoir comme membre de l'espèce humaine et de participer consciemment à la transformation de la nature pour satisfaire ses besoins. L'homme, par sa capacité de travail, peut se projeter dans l'avenir, transformer son environnement et se réaliser à travers ces transformations. Marx dit, je cite, « L'homme est un être générique, non seulement parce que, sur le plan pratique et théorique, il fait du genre, tant du sien propre que de celui des autres, son objet, mais encore, et ceci n'est qu'une autre façon d'exprimer la même chose, parce qu'il se comporte vis-à-vis de lui-même comme vis-à-vis du genre actuel vivant, parce qu'il se comporte vis-à-vis de lui-même comme vis-à-vis d'un être universel, donc libre. Dans une société non aliénée, l'homme travaille non seulement pour satisfaire ses besoins matériels immédiats, mais aussi pour exprimer sa créativité, son humanité, et pour contribuer au bien-être commun. Le travail dans cette vision n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais un acte d'accomplissement personnel et collectif, un acte dans lequel l'individu reconnaît son lien avec les autres et avec la nature. Marx emprunte ici des idées à Feuerbach et à la tradition humaniste. L'homme est un être social qui se réalise pleinement dans la communauté et à travers des activités qui reflètent sa nature, d'être créateur et social. Cependant, dans le système capitaliste, l'homme est coupé de son être générique, car le travail n'est pas une activité qui lui permet de se réaliser en tant qu'être humain, mais une activité aliénée qui lui est imposée par des forces extérieures, à savoir le marché et le capital. L'ouvrier est aliéné de sa propre humanité, car il ne travaille pas pour son épanouissement ou pour le bien de la communauté, mais pour survivre dans un système qui exploite sa force de travail pour générer des profits. L'aliénation du travail dans le capitalisme conduit également à une aliénation vis-à-vis des autres, êtres humains et de la nature. En étant aliéné de son propre travail et de son être générique, l'ouvrier est aussi aliéné de ses semblables. Dans le capitalisme, les individus sont mis en compétition les uns avec les autres, et les relations sociales sont médiatisées par les marchandises et l'argent. Les hommes ne se reconnaissent plus comme des membres d'une même espèce partageant des intérêts communs, mais comme des concurrents sur le marché du travail. L'ouvrier n'est plus un homme social, mais un individu isolé, luttant pour vendre sa force de travail au meilleur prix. Cette déshumanisation s'étend également à la relation entre l'homme et la nature. Pour Marx, l'homme est naturellement lié à la nature, car c'est à travers son travail qu'il transforme la nature pour répondre à ses besoins. Cependant, dans le capitalisme, cette relation est rompue, car la nature est réduite à une simple ressource à exploiter pour maximiser le profit. Le capitalisme traite la nature comme une marchandise, au même titre que le travail, et l'homme, aliéné de son propre être générique, perd aussi son lien vital avec la nature et avec lui-même. Second manuscrit. Opposition du capital et du travail, propriété foncière et capital. Marx commence par décrire l'opposition fondamentale entre le capital et le travail. Pour lui, le capital est du travail accumulé, c'est-à-dire du travail passé, stocké sous forme de moyens de production, d'usines, de machines, etc. Cependant, le capital devient une entité autonome, qui exerce une domination sur le travail vivant, c'est-à-dire le travail actuel du travailleur. Cette séparation du capital et du travail génère une contradiction irréconciliable entre les deux. Le capital, en tant que travail accumulé, est mis en opposition avec le travail vivant, qui est soumis à son contrôle. Marx souligne que cette opposition n'est pas simplement économique, mais aussi existentielle. Le capitaliste, qui détient le capital, se trouve dans une position d'autorité et de pouvoir, tandis que l'ouvrier n'a que sa force de travail à vendre. Cette relation de domination capitaliste n'est pas naturelle, mais le produit historique de la société bourgeoise. En effet, le capital n'a de valeur que parce qu'il peut commander le travail des autres. Ce rapport antagoniste pousse le travailleur à une situation d'aliénation, où il est aliéné non seulement de son travail, mais aussi de l'ensemble de son existence sociale. Marx dit, je cite, « En la personne de l'ouvrier se réalise donc subjectivement le fait que le capital est l'homme qui s'est complètement perdu lui-même. L'ouvrier a le malheur d'être un capital vivant, qui a donc des besoins et qui, à chaque instant où il ne travaille pas, perd ses intérêts et de ce fait son existence. L'ouvrier devient ainsi une marchandise vivante, un capital vivant, qui, comme les autres marchandises, est soumis aux lois de l'offre et de la demande.
Sa valeur fluctue en fonction des besoins du capital. Cependant, à la différence des machines ou des matières premières, l'ouvrier étant vivant a des besoins qu'il doit satisfaire. Cela le place dans une situation d'infériorité vis-à-vis du capital, car chaque instant où il ne travaille pas menace son existence. Marx dit, je cite, « L'homme, en tant qu'ouvrier, en tant que marchandise, est le produit de l'ensemble du mouvement. Pour l'homme qui n'est plus qu'ouvrier, ces qualités d'homme ne sont là que dans la mesure où elles sont là pour le capital, qui lui est étranger. » Marx aborde ensuite le rapport entre la propriété foncière et le capital. Il explique que historiquement, la propriété foncière représentait une forme de richesse précapitaliste, essentiellement liée à des privilèges féodaux. Cependant, avec l'avènement du capitalisme industriel, la propriété foncière a perdu son caractère traditionnel, peut devenir, elle aussi, une forme de capital. La propriété foncière est progressivement intégrée dans le système du capital. Ce processus, qu'il appelle capitalisation de la propriété foncière, est une victoire du capital sur les vieilles structures sociales. Le capital abstrait se développe à travers l'industrie, subordonnant la propriété foncière qui autrefois possédait un caractère social distinct. Marx affirme que la victoire du capital sur la propriété foncière est une victoire civilisatrice, dans la mesure où elle reflète que la richesse provient en réalité du travail humain, et non de la possession de la terre en tant que telle. Marx dit, je cite, « La propriété foncière, à la différence du capital, est la propriété privée, le capital entaché encore de préjugés locaux et politiques. Le capital a encore un inachevé qui ne s'est pas encore dégagé entièrement de son enchevêtrement avec le monde pour arriver à lui-même. » Dans le capitalisme, la terre n'a de valeur que dans la mesure où elle peut être exploitée pour générer un profit. Le propriétaire foncier, qui autrefois exerçait un pouvoir sur ses terres et ses serfs, devient un simple capitaliste qui tire des revenus de la terre par le biais de son exploitation industrielle. Marx décrit ce processus comme la transformation de la propriété foncière en capital pur ou abstrait, soumis aux lois du marché et de la concurrence. Selon lui, dans la société capitaliste, le propriétaire foncier traditionnel se transforme en un capitaliste ordinaire. L'agriculture elle-même devient une industrie et les distinctions sociales et économiques entre propriétaires fonciers et capitalistes s'effacent progressivement. Le fermier, en tant qu'agent de production agricole, devient un simple représentant de cette transformation, car la concurrence capitaliste entraîne une fusion des intérêts économiques du capital et de la propriété foncière. Marx dit, je cite, « Sous la forme du fermier, le propriétaire foncier s'est déjà essentiellement transformé en capitaliste ordinaire. » Ce mouvement historique marque la domination du capital sur toutes les autres formes de propriété. La terre, autrefois immobile et attachée à des privilèges locaux ou politiques, est désormais soumise aux mêmes impératifs que l'industrie. Marx décrit ce passage comme le triomphe de l'argent sur toutes les autres formes de propriété privée, y compris la terre. La terre elle-même devient une marchandise échangeable, soumise aux fluctuations du marché. Ce processus est inévitable, car la logique interne du capitalisme est de subordonner toutes les autres formes de richesse à sa propre dynamique. La terre devient une forme de capital, et la rente foncière n'est plus distincte du profit industriel. Cela conduit à une simplification des oppositions sociales. Le capital triomphe et écrase toutes les autres formes de propriété qui lui est antérieure. Marx continue d'explorer les conséquences de cette opposition entre le capital et le travail. L'ouvrier, aliéné de son travail et de ses produits, est également aliéné de son propre être. Il devient un simple rouage dans la machine de production capitaliste, une non-existence aux yeux du capitaliste, dont la seule motivation est la maximisation du profit. Le capitaliste, de son côté, est également pris dans ce système, car son existence dépend du capital, qu'il doit constamment faire fructifier. Cette relation est une lutte où chaque partie tente de survivre en dévorant l'autre. Marx insiste aussi sur le fait que le travail est la base subjective de la propriété privée, mais qu'il est constamment nié par le capital qui se nourrit du travail tout en le privant de ses résultats. La concurrence entre ouvriers pour vendre leur force de travail aggrave cette situation. Marx met en lumière comment l'ouvrier, déjà dominé par le capitaliste, doit en plus se battre contre ses pairs pour obtenir un emploi. Le capital ne peut exister sans cette exploitation du travail, mais paradoxalement, le capitaliste est également dépendant du travail pour générer du profit. Cette interdépendance conflictuelle est au cœur de la dynamique du capitalisme. Cette contradiction entre travail et capital doit, selon Marx, atteindre son paroxysme, ce qui entraînera la dissolution du capitalisme. À mesure que la propriété privée devient plus abstraite et plus déconnectée des formes sociales traditionnelles, comme la terre, les conflits internes au capitalisme deviendront insoutenables. Marx prédit que ce processus aboutira à la suppression du capital en tant que forme de domination économique, ouvrant la voie à une société post-capitaliste. Il développe enfin la notion que le capital lui-même est une forme de travail aliéné. Le capital représente du travail passé, accumulé sous forme de biens et de moyens de production, mais ce travail accumulé est devenu étranger à ceux qui l'ont produit. L'ouvrier qui produit la richesse par son travail n'a aucun contrôle sur cette richesse. Au contraire, cette richesse sous forme de capital devient une forme qui le domine. En d'autres termes, l'ouvrier crée son propre oppresseur en produisant du capital.
Marx dit, je cite, « La terre en tant que terre, la rente foncière en tant que rente foncière, ayant perdu leur distinction de caste, ils sont devenus le capital et l'intérêt, qui ne disent plus rien, ou plutôt qui ne parlent qu'argent. » Ce processus mène à une situation où l'ouvrier est aliéné non seulement de son produit, mais aussi de son propre rôle dans la société. Il est réduit à une marchandise vivante, un simple outil dans le processus de production. Le capital, bien qu'il soit le produit du travail humain, acquiert une autonomie qui lui permet de dominer le travailleur, et cette domination est renforcée par la structure concurrentielle du capitalisme. Troisième manuscrit. Premier sous-chapitre. Propriété privée et travail. Mercantilisme, physiocrate, Adam Smith et Ricardo. L'essence subjective de la propriété privée comme activité étant pour soi, comme sujet, comme personne, est le travail. Marx analyse la manière dont les théoriciens économiques des différentes époques ont abordé la relation entre la propriété privée et le travail. Il commence par les mercantilistes, pour qui la richesse réside principalement dans l'accumulation de métaux précieux, comme l'or et l'argent. Ces économistes voient la richesse comme un stock matériel tangible, ce qui reflète une compréhension encore rudimentaire des relations économiques. Avec les physiocrates, l'approche change. Pour eux, la source de la richesse est la nature, notamment l'agriculture et la terre. Les physiocrates considèrent que seule la terre produit une valeur véritablement nette, un concept que Marx critique pour son simplicisme et son attachement à un seul facteur de production. Le tournant majeur se produit avec Adam Smith, qui place le travail humain au centre de la création de richesse. Smith reconnaît que ce n'est plus la terre, mais bien le travail qui crée de la valeur. Cependant, selon Marx, Smith demeure ancré dans une vision aliénée du travail, où le travailleur est vu comme une simple marchandise parmi d'autres, soumise aux lois de l'offre et de la demande. Ricardo, qui suit Adam Smith, pousse cette analyse plus loin en insistant sur le fait que la valeur des biens repose sur la quantité de travail abstrait nécessaire à leur production. Pour Marx, ce passage du travail concret au travail abstrait est crucial. Cependant, comme pour les autres penseurs, Ricardo accepte la séparation entre l'ouvrier et son produit, c'est-à-dire l'aliénation, comme un fait nécessaire et inévitable du système capitaliste. Marx critique cette résignation à l'idée que l'ouvrier doit être séparé du produit de son travail, ce qui mène à une perpétuation de l'injustice dans le système capitaliste. Deuxième sous-chapitre, propriété privée communiste, stade de développement des conceptions communistes. Dans ce chapitre, Marx explore les différentes formes et stades du communisme, en commençant par ce qu'il appelle le communisme grossier. Ce stade primaire du communisme est fondé sur une opposition directe à la propriété privée, mais reste limité dans sa vision. Le communisme grossier ne fait que redistribuer les richesses matérielles, sans transformer véritablement les relations sociales et humaines. C'est une conception purement égalitaire et matérielle qui, bien que supprimant la propriété privée, ne parvient pas à abolir l'aliénation. Selon Marx, ce stade de communisme cherche simplement à égaliser la misère, plutôt qu'à supprimer les fondements de l'aliénation humaine. Il dit, je cite, « Le communisme grossier est l'expression conséquente de la propriété privée, qui est cette négation. » Il critique cette approche pour son matérialisme simpliste et égalitariste, car elle n'aborde pas les véritables causes de l'aliénation. Pour Marx, une véritable émancipation ne peut être atteinte qu'en transformant non seulement les relations économiques, mais aussi les relations sociales, en permettant aux individus de se réapproprier leur essence humaine. Il y a ensuite le communisme achevé ou le naturalisme. Pour Marx, le vrai communisme est l'abolition totale de la propriété privée et l'appropriation collective de l'essence humaine. Ce communisme représente la réconciliation de l'homme avec la nature et avec ses semblables. Il s'agit d'un retour de l'homme à lui-même, à sa véritable nature sociale, en abolissant toutes les autres formes d'aliénation. Le communisme, en tant que naturalisme achevé, est aussi un humanisme achevé, où les contradictions entre liberté et nécessité, individu et société disparaissent. Il dit, je cite, « Ce communisme, en tant que naturalisme achevé, est un humanisme. En tant qu'humanisme achevé, est un naturalisme. Il est la vraie solution de l'antagonisme entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme. Ce communisme est une véritable réappropriation de l'essence humaine, où l'homme libéré de l'aliénation retrouve son humanité, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'être social. Le communisme devient ainsi l'accomplissement du processus historique de libération de l'homme, une fusion harmonieuse entre l'homme et la nature, et entre les individus eux-mêmes. Troisième sous-chapitre, signification des besoins humains dans le régime de la propriété privée et sous le socialisme. Marx aborde ici la transformation des besoins humains sous deux régimes, celui de la propriété privée et celui du socialisme. Sous le régime de la propriété privée, les besoins humains sont pervertis. Les individus sont encouragés à exploiter les autres à des fins égoïstes, créant ainsi une situation où chacun est en concurrence avec l'autre, pour la satisfaction de ses propres désirs. Cette situation mène à une aliénation généralisée, où les relations humaines sont dominées par la logique du profit. Dans le socialisme, en revanche, les besoins humains deviennent une manifestation des formes créatrices et essentielles de l'homme. Les besoins ne sont plus exploités pour le gain personnel, mais deviennent des moyens d'enrichir l'essence humaine dans un cadre collectif. Les relations sociales se transforment, les besoins de chaque individu sont reconnus et satisfaits de manière collective,
permettant une véritable émancipation humaine. Marx distingue également entre la richesse dissipatrice et la richesse industrielle. La première est liée à la consommation immédiate et ostentatoire des biens matériels, souvent associés aux sociétés précapitalistes, ou à la classe bourgeoise qui gaspille les ressources pour le plaisir personnel. La seconde est fondée sur la productivité et l'innovation, un concept plus proche du capitalisme industriel. Mais Marx critique également cette dernière forme de richesse, car même dans la production industrielle, l'homme reste aliéné dans son travail. Quatrième sous-chapitre, pouvoir de l'argent dans la société bourgeoise. Marx consacre un sous-chapitre important à l'analyse du pouvoir de l'argent comme médiateur universel dans la société bourgeoise. L'argent, selon Marx, n'est pas simplement un moyen d'échange, mais une forme aliénante qui transforme toutes les relations humaines. Il confère à son possesseur un pouvoir presque magique, celui de transformer n'importe quelle quantité humaine ou besoin en marchandise. Il pervertit les relations sociales en les réduisant à des transactions économiques, où tout, même les relations humaines les plus intimes, peuvent être échangées ou monnayées. Il dit, je cite, « L'argent, en possédant la qualité de tout acheter, en possédant la qualité de s'approprier tous les objets, est donc l'objet comme possession imminente, l'universalité de sa qualité et la toute-puissance de son essence. Il passe donc pour tout-puissant. L'argent est l'entremetteur entre le besoin et l'objet, entre la vie et le moyen de subsistance de l'homme. Mais ce qui sert de moyen de terme à ma vie, sert aussi de moyen terme à l'existence des autres hommes pour moi. C'est pour moi l'autre homme. L'argent devient ainsi l'outil par lequel l'homme est dépossédé de sa véritable essence. Dans cette société, l'argent n'est pas simplement un moyen d'acheter des biens matériels, mais il devient le moyen par lequel les qualités humaines elles-mêmes sont transformées en marchandises. Marx critique cette aliénation totale, où l'argent devient une entité toute-puissante, déterminant la valeur des individus, non par ce qu'ils sont en tant qu'humains, mais par ce qu'ils possèdent en termes monétaires. Marx dit, je cite, « Il apparaît alors aussi comme cette puissance de perversion contre l'individu et contre les liens sociaux, qui prétendent être des essences pour soi. Il transforme la fidélité en infidélité, l'amour en haine, la haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu, le valet en maître, le maître en valet, le crétinisme en intelligence, l'intelligence en crétinisme. » Cinquième sous-chapitre, critique de la dialectique de Hegel et de sa philosophie en général. Marx conclut avec une critique approfondie de la dialectique de Hegel, bien qu'il reconnaisse l'importance de la dialectique dans sa conceptualisation de l'aliénation. Marx critique le fait que Hegel voit l'aliénation comme une étape nécessaire de la réalisation de l'esprit, ou de la conscience. Pour Hegel, l'aliénation est un processus dialectique par lequel l'esprit s'objective dans le monde extérieur et se réconcilie ensuite avec lui-même. Marx reproche à Hegel de ne pas comprendre que cette aliénation n'est pas simplement philosophique, mais qu'elle est réellement sociale et économique dans le monde capitaliste. L'ouvrier est réellement aliéné de son travail, de son produit, de sa propre humanité. Pour Marx, Hegel idéalise cette aliénation, alors qu'il faut au contraire la surmonter. Marx propose donc une approche matérialiste, où l'aliénation doit être comprise en termes concrets, c'est-à-dire dans les relations sociales et économiques du capitalisme. Il critique également la dialectique hegelienne pour son abstraction excessive. Selon lui, la dialectique doit être ancrée dans la réalité matérielle, et non dans une pure abstraction philosophique. Il appelle à une critique du capitalisme basée sur la transformation réelle des conditions économiques et sociales, pas simplement une transformation de la pensée. Hegel conçoit le processus dialectique comme une négation de la négation, où chaque étape de l'aliénation est surmontée pour parvenir à une forme supérieure de conscience. Pour Marx, cette négation de la négation n'est qu'une manière de maintenir l'aliénation, puisque le processus dialectique hegelien ne fait que réaffirmer l'ordre existant sous une forme nouvelle, sans véritablement résoudre les contradictions fondamentales. Pour lui, la véritable résolution de l'aliénation ne peut se faire par la pensée abstraite, mais par une transformation concrète des structures économiques et sociales qui génèrent cette aliénation. Hegel manque donc la dimension pratique et matérielle de l'émancipation humaine. Pour finir, Marx s'attaque également à la notion de savoir absolu chez Hegel, qu'il considère comme une forme de connaissance abstraite qui ne correspond pas à la réalité matérielle et sociale des individus. En fin de compte, Hegel ramène toutes les contradictions à la sphère de la pensée, là où Marx pense qu'elle doit être résolue dans la sphère de la vie réelle, à travers la lutte des classes et le dépassement des rapports de production capitalistes.